Alors, fin de semaine chargée. Encore une fois, la présentation du deuxième chapitre, notamment, de notre livre bleu sur l'architecture financière d'un Québec indépendant. Des questions de politique monétaire qui ont quand même leur complexité. Je suis content du travail accompli. Je pense qu'on démontre que lorsqu'on prend une perspective long terme sur notre meilleur intérêt, bien, on a tout ce qu'il faut pour se doter de notre propre politique monétaire et d'être donc réellement maître chez nous. On a parlé de richesse et de prospérité. Un focus sur les PME québécoises, donc un contraste évident avec le gouvernement de la CAQ qui a organisé un bar ouvert de subventions à des entreprises qui, le plus souvent, ne sont pas québécoises, mais entraînant en même temps un gaspillage comme on n'a jamais vu dans l'histoire récente du Québec. Donc, on a abordé ces sujets-là avec exactement le même style, la même rigueur qu'à notre habitude. Et je pense que le thème, finalement, de cette fin de semaine, c'est le goût d'entreprendre. C'est que l'entrepreneuriat, dans la pensée, c'est de se doter d'un plan inspirant et d'avoir le goût de travailler dans cette perspective-là. Et n'importe quel entrepreneur vous dira, un plan d'affaires, il est appelé à être corrigé à certains égards. Ça ne veut pas dire que tout va se faire tout de suite, mais il y a une vision, puis on travaille dans cette vision-là, dans cet esprit d'entrepreneuriat. D'ailleurs, mon compte X, depuis des années, c'est marqué « Entrepreneur en pays ». Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas que le pays, c'est également la création de richesses. Donc, pour nous, ça va de soi d'avoir traité de la prospérité économique et la prospérité de nos régions, de nos PME québécoises en fin de semaine. Et sur ce, je vais prendre simplement vos questions. Alors, le micro, c'est à l'arrière, à la droite, comme hier. On va demander une question, une sous-question. Bonjour à vous. Bonjour. Qu'est-ce qui va être le plus dur dans les 9 prochains mois? Qu'est-ce que... Vous commencez. Vous ne l'avez pas vu venir, celle-là? Personne ne vous a préparé à ça. Hein? Votre équipe de communication vous a pas préparé à celle-là. Parce que là, vous l'avez dit, adversité, vent de fer, c'est quoi qui va être le plus dur? Je ne saurais pas dire. En fait, ce que j'ai dit aux militants, c'est plutôt ce qu'on va faire, indépendamment de ce qui serait le plus dur. On va vanter, on est dans l'adversité, peu importe ce qui nous attend, on va nous accuser, on va nous attaquer, c'est déjà parti. Ce que je viens de dire aux militants là-dessus, c'est que peu importe ce qui nous attend, et ce sera davantage de vent de face probablement parce qu'on se maintient premier dans les sondages depuis plus de 2 ans. Simplement, constance. Constance dans ce qu'on a fait de bien, et je pense avoir fait réaliser aux militants que dans la tourmente qu'on a connue, notamment à l'époque où on était à 9 % dans les sondages, on a été impeccable sur l'éthique de travail, sur la discipline, la cohésion, et que tout ça a porté fruit. Donc, je pense que l'idée que je voulais porter, c'était davantage cette idée de constance dans ce qu'on fait de bien, dans cette manière de travailler, peu importe le contexte. Nous, on livre du bon travail et on s'assure de la rigueur et de notre constance. Christian Dubé a ses petits caramels. Oui. Pour la prochaine année, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va avoir sa verveine? Non, moi, j'ai le spa. Chaud, froid, chaud, froid. Ça détend, ça rend zen, ça me fait du bien. Non, mais allez-vous être plus zen? Allez-vous être plus zen dans la prochaine année ou vous allez maintenir ça? Non, on va être nous-mêmes. C'est exactement ça que je viens de dire aux militants. Constance, on va être nous-mêmes et peu importe. C'est parce que porter de l'ambition, là, puis on est ambitieux à l'évidence. On veut créer de la richesse, on veut défiscaliser les PME en coupant dans le bar ouvert de subventions. On veut notre monnaie québécoise dans un pays indépendant qui rayonne partout dans le monde. Nous sommes des entrepreneurs ambitieux. Donc, vous me posez la question pour la suite des choses? La même chose, on va être nous-mêmes sans s'excuser ou sans... vaciller ou ça va être ce qu'on est. Et moi, je pense que c'est l'approche des gagnants. Bonjour, je suis content que vous ayez référé au sondage. Parce que dans la foule... Oui. Ah oui, je viens de dire ça? Oui. Ça va vite. Dans la foule, quand quelqu'un a dit un Québec, Québec, un pays, vous avez comme ajouté un pays riche. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est comme généralement le premier angle d'attaque des adversaires à votre option, c'est-à-dire l'instabilité économique. On va être
moins mieux nantis. Selon le sondage léger qui avait été fait pour le 30e anniversaire du référendum, on voit que les gens qui pensent que le Québec indépendant permettrait d'avoir des finances publiques plus saines, c'est 30 % alors qu'il y en a 55 qui disent non, ce serait le contraire. Donc, j'aimerais vous entendre sur, est-ce que donc vous cherchez à prendre les devants vraiment là, un an avant l'élection sur cet aspect-là et comment vous allez convaincre donc les Québécois que ça va être payant de faire l'indépendance? C'est en effet précisément pourquoi on parle de prospérité, de rigueur sur le plan des finances et de création de richesse. C'est justement pour mettre de l'avant un constat qui me semble assez évident si on met quelques minutes de réflexion. C'est à Ottawa qu'il y a le plus de gaspillage. C'est à Ottawa que les fonds publics se dépensent aussi en fonction de décisions économiques qui n'ont rien à voir avec notre intérêt économique au Québec. Donc, mettre fin au gaspillage et au gouvernement de trop au fédéral, se doter de notre propre politique monétaire et d'avoir notre représentation internationale avec des équipes commerciales là, qui mettent en valeur les entreprises québécoises, c'est un projet de création de richesse. Et là où les gens me disent qu'ils ne nous attendaient pas, c'est que tant qu'à mettre fin au bar ouvert de la CAQ en subvention, là, puis au chéquier à coups de centaines de millions au pif de Pierre Fitzgibbon ou de François Legault, tant qu'à mettre fin à ce fiasco, on va prendre ces sommes-là puis on va alléger le fardeau fiscal des PME québécoises. Pourquoi? Parce que notre projet en est un d'entrepreneurs qui veulent créer de la richesse et c'est important de le mentionner. Donc, espérons que le fait d'être très clair sur ces orientations va faire en sorte notamment qu'on réalise que c'est payant d'être maître chez nous, de la même manière que c'est payant de mener sa propre barque sur le plan personnel, là, de veiller à ses affaires. Lorsque vous parlez de discipline pour les prochains mois, ça semble être un peu question de rester concentré sur l'objectif, etc. Mais on sent, les vieux correspondants parlementaires comme moi, que les conseils nationaux du PQ sont beaucoup plus tranquilles que ce qu'on a connu dans le passé. Donc, est-ce que cette discipline-là, elle est imposée aux militants aussi pour pas qu'il y ait de déchirement à l'interne et parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a peu de débats de fond là, qui ont eu cours dans les 2 derniers conseils nationaux? En fait, je pense que, bon, premièrement, ce que j'ai dit, c'est pas que je leur demande d'être disciplinés tant que je reconnais que depuis 5 ans, dans des circonstances exigeantes, on a été unis, disciplinés, puis on a démontré une éthique de travail qui est irréprochable, notamment aussi, vous aurez noté, dans les partiels. Ces bénévoles-là, des fois, viennent de plusieurs centaines de kilomètres, voyagent de longue distance pour venir aider. Je voulais le souligner en disant, s'il y a d'autres vagues ou s'il y a du vent à notre visage dans les prochains mois, bien, on sait quoi faire. On bâtit sur une recette qui gagne. Maintenant, sur la comparaison entre le Parti québécois d'aujourd'hui et celui d'il y a 15 ans, en effet, la culture a changé, mais ça, c'est une décision des membres. En 2019, il y avait eu une réforme complète de nos statuts, mais dans le cadre duquel on voulait être davantage dans le service de notre mission et moins dans des débats hostiles et parfois un peu stériles. Donc, la culture du Parti québécois a changé et on est orienté vers ce qu'on peut faire d'utile, ce qu'on peut faire avancer, et moins sur un débat avec des coups d'éclat. Là. On n'est pas du tout là-dedans. Et c'est une culture qui est peut-être aussi plus fraternelle qu'elle a déjà été. T'sais, on voit, quand on se revoit, on est content de jaser, de passer du temps ensemble. On est moins préoccupé par qui va prendre le micro-compte demain matin. C'est juste un fait. C'est ça qui est arrivé. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon. Durant votre discours, vous avez critiqué vos adversaires, vos principaux adversaires, le Parti libéral, la CAQ, qui imposent le déclin au Québec, avez-vous dit. Qu'est-ce que vous entendez par là, au juste? Bien, si on regarde les politiques du fédéral qui se sont déployées durant le règne de Philippe Couillard avec le Parti libéral du Québec et ensuite le règne de la CAQ, on est obligé de constater que de mauvaises politiques publiques, et le blâme se situe là, de mauvaises politiques publiques ont mené à la pire crise du logement depuis des décennies et des décennies. Au pire recul du français qu'on n'a jamais vu, un recul du rayonnement de la culture québécoise, un recul de nos finances publiques qui est honteux. Là. Je veux dire, à Ottawa, ça n'a aucun sens à quel point on s'endette en échange de presque rien en termes de services. Recul de la confiance, recul du goût de l'avenir, même, je dirais.
c'est le temps de faire le ménage. C'est le temps de faire le ménage et je sais que mes prédécesseurs au Parti québécois ont évolué dans d'autres contextes, mais moi, je ne peux pas passer sous silence cette époque-là de combinaison Trudeau avec soit Philippe Couillard ou François Legault. Ce sont des gens qui auront promis qu'il y aurait du changement sans qu'il n'y ait de changement. Et l'absence de changement, l'aveuglement volontaire par rapport aux politiques fédérales qui sont hostiles le plus souvent au Québec, nous coûte cher. Nous aurons coûté cher et on veut complètement renverser ça avec un projet de société d'être maître chez nous. Donc, ça ne peut pas être plus clair. Bon, vous dites que ça nous coûte cher. Votre proposition en matière de monnaie a déjà fait l'objet de critiques sur les réseaux sociaux, entre autres de la part de vos adversaires libéraux qui qualifient votre projet de radical. Vous l'avez dit vous-même. J'adore ça quand le qualificatif, c'est radical. Savez-vous combien de pays ont fait leur indépendance depuis 1980? 32. Et ils ont presque tous leur monnaie, ils ont tous leur armée. 13 d'entre eux sont devenus membres de l'OTAN. La radicalité, au fond, c'est un peu comique parce que c'est une façon de décourager un peuple en lui disant « Tous ces autres peuples sont capables, mais pas vous. » Ce serait radical de penser que vous êtes capable, alors qu'on est une des sociétés les plus riches et les plus structurées du monde. Bon, justement, c'était justement ma question. On est une des sociétés, comme vous l'avez dit, les plus structurées, une de celles qui sont le plus prêtes à faire son indépendance, mais c'est pas un peu grâce au Canada, justement. Est-ce qu'on n'est pas riche grâce à notre association avec le gouvernement? Bien, c'est le génie du colonialisme britannique, c'est de nous faire croire que ce que nous faisons au Québec, c'est grâce aux colonisateurs. Et c'est une approche de colonisation différente quand même de celle des Espagnols, des Français. Il y a une culture qui vise à nous faire croire que quelque chose qu'on ferait de bien, ce serait grâce à ce régime désuet et méprisant envers les Québécois. Ça n'a évidemment aucun sens. Ce qu'on a réussi au Québec, ça vient des Québécois. Ça a souvent passé en passant par le Parti québécois. Il n'a peut-être pas réalisé l'indépendance à ce jour. Nous, on travaille à réaliser ce destin-là. Mais le Parti québécois aura contribué à la différence québécoise, mais de manière positive, dans plusieurs programmes ou initiatives qui définissent aujourd'hui notre société. On ne le doit pas à l'Angleterre, ça. On le doit à notre capacité de se tenir debout malgré une colonie britannique qui nous surplombe depuis des siècles. Bonjour à tous. Un peu dans la foulée de ce que mon collègue a dit sur les critiques de vos adversaires, ben, je ne m'attends pas évidemment à ce que vous soyez d'accord avec André Pratt. J'aimerais quand même juste vous entendre sur un élément. Mais vous allez me le citer. Non, mais j'aimerais quand même entendre votre réponse. Parce qu'il a dit, à sa connaissance, le projet que vous proposez, notamment en raison de la monnaie, ce serait la rupture la plus importante qui serait proposée dans un projet indépendantiste, évidemment par rapport à ce qui a été proposé en 80 et en 95. Est-ce que vous êtes d'accord que la séparation que vous proposez est plus importante que ce qui a été proposé par le passé? Bien, il faudra regarder à la lumière de l'ensemble du livre bleu si l'indépendance actualisée de 2025-2026 est substantiellement différente de ce qui a été proposé par le passé, mais c'est parce que notre projet reflète la réalité d'aujourd'hui. Je n'ai pas l'obligation de figer un projet de création de pays dans la réalité des années 90 ou 80. Donc, la question, c'est plutôt de se poser, est-ce que c'est la bonne politique publique? Est-ce que c'est la bonne réponse sur le plan intellectuel? Et on aura vraiment de la difficulté du côté fédéraliste à démontrer que le contrôle de sa politique monétaire et le contrôle de ses décisions politiques, c'est une bonne chose pour le Canada. C'est Stephen Harper et Jean Chrétien qui nous disait il n'y a rien de plus précieux que notre indépendance, mais que ce ne serait pas bon pour le peuple québécois. Ça ne tient pas. Donc, ils sont, de ce point de vue-là, un peu à court d'arguments, je crains. Mais moi, je ne suis pas lié par la réalité des années 80 et 95. On est vraiment précisément en 2025. Merci. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, vous avez parlé de l'importance de la décentralisation durant votre discours. Ça a été un thème aussi qui est revenu quelques fois durant cette fin de semaine. De quelle façon
le fait de décentraliser pourrait aider ou bénéficier une ville comme Sherbrooke, la taille d'une Sherbrooke qui a quand même plus de ressources que les petites et moyennes municipalités à travers la province? Bien, c'est la réforme de la fiscalité municipale sur une base régionale et sur une base d'une autonomie plus grande. Je ne vous cacherai pas que bien qu'on a une idée d'où est-ce qu'on va en cette matière-là, on va avoir besoin, je pense, des moyens de l'État pour étudier comment précisément on va réformer la fiscalité lorsque on rapatrie 90 milliards de revenus. Mais l'intention, qu'elle soit claire, c'est de donner plus de pouvoir et plus de moyens sur une base locale et régionale, en partant de la prémisse, qui est celle des pays scandinaves, mais de l'État de la Floride et de toutes sortes d'endroits dans le monde, en partant de la prémisse que plus le pouvoir est exercé en proximité de la population, plus les services sont adaptés à leur réalité spécifique. Alors qu'il y a une tendance dans le Canada actuel à ce que des décisions soient prises à Ottawa, l'endroit le plus éloigné possible de ce qui se passe à Sherbrooke. Puis ensuite, tu as quand même un gouvernement du Québec sous la CAQ qui a eu tendance à prendre des décisions entre boys, là, à 3-4 personnes quelque part dans une tour d'ivoire qui donnent une direction économique et ça nous a coûté des centaines de millions. Je présume qu'on va faire, je suis convaincu qu'on va faire pas mal mieux avec ces mêmes sommes-là et que ça va avoir un impact sur des municipalités comme Sherbrooke. Il y a plusieurs aspects de la décentralisation. On a pu le voir, mettons, cette semaine, je pourrais faire un parallèle sur les coupures à TVA qui ont affecté ici, notamment à Sherbrooke, là, en région. C'est quoi votre avis un peu sur, votre point de vue sur le fait que de plus en plus l'information se retrouve centralisée? Là-dessus, j'ai des vues très précises. Catherine, là-dessus, juste... c'est ça, on s'en est déjà parlé. Mais si tu veux ajouter, tu me le diras. Mais simplement, moi, je suis convaincu que le journalisme est le rempart de protection de la démocratie. Ce qu'on voit en ce moment est très, très dangereux. Parce que, puis j'en ai parlé à quelques reprises, là, on crée vraiment des bulles de réalité parallèles qui ne sont pas fondées sur la réalité ni les faits. Donc, on va être assez proactif là, en termes d'incitatif à ce qu'il y ait plus de journalistes. C'est toujours délicat hein, parce qu'on ne peut quand même pas imposer, supposons, à un réseau d'avoir moins de commentateurs et plus d'informations par des journalistes, mais on peut réfléchir ou demander simplement aux journalistes de proposer des mesures qui vont rendre le nombre de journalistes et la portée de leur travail plus grande qu'en ce moment, parce que cette espèce de réduction de l'information en termes de qualité et de quantité au profit d'influenceurs, de spineux, puis de toutes sortes d'interventions qui n'ont pas les mêmes fardeaux déontologiques que les journalistes, peut poser une vraie menace pour la démocratie. Donc moi, on va être très, très proactif en matière de promotion du journalisme et il n'y a pas de doute. C'est parfait. C'est ça? Catherine me dit que c'est correct. Oui. Bonjour à vous tous. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, pour revenir sur ce que vous avez dit là, dans votre discours sur le Québec comme pays riche, j'ai envie de vous demander à quel point, est-ce que vous avez déjà des idées dans votre tête de où le Québec pourrait se situer sur le plan des économies mondiales? Par exemple, je ne sais pas moi, dans le top 20 ou le top 10 des économies de l'OCDE, ou même se joindre au G7 puis en faire un G8, là, ou en tout cas, vous voyez où je veux en venir. Oui, donc on est 27e en ce moment. Puis en effet, je pense qu'on gravirait les échelons jusque dans le top 20 au minimum pour la raison suivante. Les politiques du Canada, tant sur le plan migratoire que sur le plan du découragement de la productivité, là, au cours des dernières années, a amené le Canada à avoir essentiellement zéro croissance per capita pendant 10 ans. C'est un désastre. Le Canada est dernier des pays de l'OCDE pendant toute cette période-là. Et quand François Legault vous dit « le Québec fait mieux que l'Ontario ou le reste du Canada », c'est simplement que le Québec est avant-dernier par rapport au dernier. Dans quel cas, imaginons qu'on met fin à beaucoup de gaspillage à Ottawa, que ce gaspillage ait des dépenses qui n'ont rien à voir avec le Québec, par exemple financer les sables bitumineux puis les pipelines dans l'Ouest canadien. Ces sommes-là sont redirigées dans l'économie québécoise et permettent une réduction du fardeau fiscal de nos entreprises.
ça me semble évident que si on combine ça avec des missions commerciales à l'étranger, le contrôle de notre politique monétaire pour que nos stratégies soient en fonction de notre économie, tous ces facteurs-là ensemble, combinés aussi avec l'enthousiasme de la création d'un pays, c'est vraiment d'exister dans le monde. J'ai mentionné un peu plus tôt que ça pouvait créer un buzz, là, ce sera le cas. Tous ces facteurs-là nous amèneront à gravir les échelons en termes de richesse. Et si c'est le Parti québécois qui conduit ce projet-là, nous aurons comme objectif la prospérité. Donc, maintenant que c'est dit, on va avoir besoin de la contribution de nos entrepreneurs, mais c'est à eux qu'on s'adresse. On est très, très ouvert à toute initiative qui va permettre au Québec de performer. Et ça veut dire qu'il faut se dire oui, il faut se faire confiance. C'est ça le message. Moi, j'ai confiance que les entrepreneurs québécois peuvent concurrencer puis rayonner. Puis on a du temps pour ça. Okay. Vous dites, là, vous voulez positionner le Parti québécois comme un parti de l'économie ou un parti de la prospérité, c'est le terme que vous utilisez. Donc, au-delà de la monnaie, est-ce qu'il y a d'autres chapitres dans le livre bleu qui vont porter sur l'économie? Oui, parce qu'on parle de transition. Vous en avez dans l'étape 2 d'hier. Vous avez quand même un aperçu d'un certain nombre de mesures qui vont être prises sur le plan économique dans les jours et les mois qui vont suivre l'indépendance du Québec. Mais ne perdez pas de vue aussi qu'il va y avoir une élection générale dans le cadre duquel on va parler juste de politique publique. Là. Donc, indépendamment de l'indépendance, c'est évident qu'il faut sortir du modèle caquiste où il y a quelques entreprises qui gagnent le gros lot Legault. C'est une dilapidation des fonds publics qui n'a aucun bon sens. Donc, attendez-vous aussi que sur le plan économique, non seulement on va avoir des candidatures économiques qui sont très intéressantes, mais on va avoir des propositions pour changer d'avenir sur le plan économique parce que le modèle Legault-Fitzgibbon a été un désastre. Merci. Bonjour. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on a décidé de choisir Sherbrooke et l'Estrie pour ce conseil national? Puis pourquoi c'est important? On est toujours rendu à Sherbrooke, on aime ça. Sérieusement, je pense que c'est notre 3e. Et des percées. Donc, il y a des régions dans lesquelles, disons, on a des ambitions et que on sait que ça peut être des luttes serrées avec plusieurs partis. Et en venant à Sherbrooke, on indique tout simplement qu'on a du temps et de l'intérêt. Concernant le recrutement, qu'est-ce que le PQ va chercher ici en Estrie? Quel type de candidats ou de critères vont être la base pour vous, là, pour le choix des candidats? Les meilleurs. on fera des annonces en temps et lieu, mais je pense qu'on va présenter des candidatures à la satisfaction de la population. Quel type de critères on cherche? Est-ce qu'on cherche des critères de personnes connues, de personnes qui sont proches de la communauté? Là, vous avez 3 exemples parmi nous, là. Ils sont juste là. Donc, ça vous donne une idée de notre orientation. On cherche des gens qui sont dédiés au Québec, qui sont indépendantistes, qui sont solides sur le plan intellectuel et qui ont à cœur d'être proches de la population pour trouver des solutions pour eux. Donc, on revient aux racines du Parti québécois sous René Lévesque. Et cette philosophie-là attire des gens de très grande qualité. Ça va continuer. Vous avez vu avec Marie-Caroline Laflamme, vice-rectrice de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ça va être exactement ce profil-là. Ça se bouscule? Oui. Donc, vous avez parlé, pour ce qui est de la monnaie, du fait que, bon, il fallait être ambitieux, que peut-être qu'avant, on avait peur des railleries du côté du Parti québécois. Qu'est-ce qui a changé, en fait? Pour quelles raisons vous vous permettez maintenant? Parce qu'il y a eu des discussions dans le passé. On le sait que c'était pas toujours l'option choisie. On parlait du dollar canadien. Pour quelles raisons, cette fois-ci, vous vous permettez d'être ambitieux là-dessus? C'est ça, on est ambitieux. C'est drôle, vous m'avez comme pris ma réponse. C'est simplement d'être, de manière assumée, là, d'être ambitieux en disant, si l'objectif, c'est de créer de la richesse, bien, on va donner les réponses qui vont créer de la richesse et on n'aura pas froid aux yeux en termes d'entreprendre. C'est une mentalité qui est celle des entrepreneurs. Et c'est ce que nous sommes. Donc, peut-être que c'est une évolution récente, on peut faire toutes sortes de comparaisons, mais ça nous distingue en ce moment par rapport aux autres partis. Et j'aimerais quand même rappeler que, contrairement à ce qui est dit sur le Parti libéral du Québec et le Parti québécois, lorsqu'on compare les époques de règne de ces deux partis-là au cours des 30 dernières années, le PIB per capita, donc la richesse, a plus augmenté lorsque c'était des gouvernements du Parti québécois que lorsque c'était des gouvernements du Parti libéral. Et ça, c'est à l'époque Jean-François Lisée qui avait sorti toutes ces données-là. Donc, l'idée étant pas de dire qu'un parti est une garantie de quelque chose,
Mais je pense que la mentalité d'entrepreneur est de dire on va créer de la richesse avec des politiques réfléchies, intelligentes, au lieu de sortir le chéquier à la discrétion d'une ou deux personnes. Tout le monde dans le milieu des affaires va convenir que c'est absolument nécessaire. Et ils en conviennent déjà, suivant notamment Pascal Paradis qui a fait la tournée des entreprises. Maintenant, pour ce qui est de... En fait, ça va ressembler un peu à la question de mon collègue M. Laforêt, mais à ce moment-ci, alors que vous êtes encore en tête des sondages, qu'est-ce que vous devez faire? Quel sera le défi pour rester à la tête et d'essayer de progresser, ne pas, justement, peut-être baisser ou stagner? Là? Je ne sais pas ce qui nous attend. Ça peut monter puis ça peut descendre, mais attendez-vous exactement la même chose de notre part. Nous, je pense, ça, je l'ai répété souvent, là, mais notre action politique n'est jamais en fonction des sondages, il est en fonction de l'intérêt public. Et on ne changera pas de philosophie, là, mais Donc, pas de question de regarder les sondages, mais pour ce qui est de votre progression, qu'est-ce que vous devez faire pour ne pas, justement, stagner? La cohérence, la constance, comme je disais tantôt, on est simplement cohérent et constant, puis à chaque fois qu'on livre quelque chose, c'est de la qualité. Puis on va continuer à faire ça. Du cœur et de la rigueur. Bonjour. Bonjour. En 1995, au-delà des considérations économiques, la raison pour laquelle le camp du oui avait décidé de maintenir une monnaie commune était, j'imagine, parce que ça s'accompagnait d'un partenariat, en particulier de nature politique. Il y avait des institutions communes, une représentation du Québec au Parlement fédéral. À partir du moment où vous excluez à terme, en tout cas, une monnaie commune, ouais. Est-ce qu'il faut conclure qu'il n'y aura pas d'aucune façon de ces institutions politiques qui étaient proposées en 1995? Ben, en tout cas, pour ce qui a trait à la Banque centrale du Canada, oui. C'est-à-dire que ça n'exclut pas des participations, des collaborations entre le Québec et les autres provinces sur plein de sujets, mais pour ce qui est de la Banque centrale du Canada, c'est absolument illusoire de penser qu'après l'indépendance du Québec, on va obtenir 50 des votes sur les décisions de la Banque centrale du Canada. Et donc, le constat incontournable, c'est que les politiques de la Banque centrale du Canada par rapport à la devise canadienne se feront en fonction des intérêts des autres provinces canadiennes sans tenir compte du Québec, c'est déjà le cas. Et dans quel cas, la seule conclusion logique, c'est d'avoir notre propre Banque centrale. Mais là, je ne pensais pas à la Banque centrale uniquement. Là, je parlais à une participation à une institution parlementaire commune. Il y avait des tribunaux communs, des tribunaux d'arbitrage. Ça, c'est d'autres chapitres et d'autres questions. Sur la question de la monnaie... Oui, mais ça demeure une possibilité, là, ce que j'évoque là. C'est-à-dire qu'il y a il y a plein de possibilités de collaboration, puis encore faut-il savoir quel sera ce Canada suite à l'indépendance du Québec. Est-ce que l'Alberta pourrait faire son indépendance avant celle du Québec? Nous, on n'est vraiment pas fermés à de la collaboration. Mais pour la question qui nous occupait en fin de semaine, à savoir, est-ce que sur les questions monétaires, par rapport au projet de 80 et 95, on peut imaginer une gouvernance conjointe à la Banque centrale du Canada? Ma réponse, elle est claire, c'est que c'est absolument illusoire. Jamais le Canada... En fait, le Canada ne nous considère déjà pas. Donc, imaginez, une fois qu'on est un pays, on n'aura pas d'influence sur les politiques monétaires de la Banque centrale du Canada. Juste pour terminer, il y a un chapitre sur la transition là, du livre bleu que vous annoncez. Est-ce que dans ce chapitre-là, il va être question des mécanismes, disons, à travers lesquels une collaboration avec le Canada pourrait se poursuivre? C'est à suivre. Bonjour. J'aurais des questions sur la question autochtone. Dans le fond, vous l'avez abordé vendredi avec les universitaires. Vous avez dit que vous alliez offrir le statu quo aux communautés qu'ils souhaiteraient, donc une espèce d'équivalent de la loi sur les Indiens. Du régime actuel, oui. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que le Québec va avoir sa propre loi sur les Indiens? Est-ce que ça va être inclus? Non. Mais comment vous allez offrir, dans le fond, cette solution-là aux communautés qu'ils voudraient? Comment ça va s'organiser? Donc, non, évidemment, il n'y aura pas de loi sur les Indiens. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Oui, évidemment, mais c'est parce que ce sont des ententes bilatérales, un peu comme on doit concevoir des traités internationaux. International, ça veut dire deux nations différentes. On est devant des négos de nation à nation. Donc, il y a une liberté contractuelle totale, mais dans le cadre duquel on dit, et c'est davantage les questions financières dont on parle quand on dit le statu quo,
il y a une garantie qu'on offre pour sécuriser tout le monde. Puisqu'on n'envoie plus d'argent à Ottawa, les programmes qu'Ottawa en ce moment finance, on est capable de les continuer une fois qu'on a rapatrié ces mêmes sommes-là ici à Québec. Et dans quel cas, on offre comme posture de départ la possibilité d'avoir exactement les mêmes paramètres que le régime fédéral pour chaque nation autochtone. Mais on présume que puisqu'on invite à une négociation de nation à nation, s'en suivra une négociation qui vise pas mal mieux et pas mal plus intelligent comme planification de nos relations pour arriver à de la durabilité puis du respect. Donc, c'est notre objectif. Et il y aura en passant un chapitre sur cette question-là. Là. Donc, OK. Mais vous, je comprends que vous allez rapatrier de l'argent pour les impôts. Là, vous le répétez souvent, mais je veux dire, sur la question autochtone, Ottawa est un partenaire très présent. Il subventionne plusieurs programmes. Ça veut dire qu'on paye pour ça, là. Oui, mais donc, vous êtes en mesure déjà de dire que si c'est le souhait d'une communauté, vous allez pouvoir... Ils n'auront jamais moins, que ce soit clair. C'est ça, donner autant que ce que donne Ottawa exact. En ce moment et Québec. Et c'est dans le budget de l'an 1. Et c'est dans le budget de l'an 1. Okay. La méthode de calcul du budget de l'an 1, c'est que tout service, subvention, prestation du fédéral, elle doit être identique dans un Québec indépendant aux fins de la planification du budget. Donc, le budget de l'an 1 garantit déjà ça. Okay. Donc, c'est important aussi, c'est une question de confort, là. C'est-à-dire, pour les nations autochtones, il ne faut quand même pas que l'indépendance du Québec se traduise par un recul. Là. Donc, le strict minimum, c'est que ce soit au moins le statu quo. Mais c'est une opportunité extraordinaire de faire évoluer un cadre qui n'évolue pas parce que c'est une loi constitutionnelle de 1867. Juste 2 minutes de précision par rapport à ça. Donc, est-ce que votre objectif, c'est de convenir de, par exemple, 43 ententes bilatérales avec chacune des communautés pour faire, avant de faire l'indépendance? Puis, est-ce que des communautés pourraient quand même avoir des ententes tripartites où Ottawa aurait un certain rôle à jouer? On a un chapitre consacré entièrement à cette question-là. Et là, c'est difficile et ce ne serait pas une bonne idée, vu aussi l'importance de ces questions-là pour la suite. Là. Ce ne serait pas une bonne idée de juste faire un question-réponse. Ça va être un chapitre quand même fouillé pour lequel on a consulté plusieurs experts et pour lequel on a investi beaucoup de temps. Donc, je vous demande sur ces questions-là d'attendre ce chapitre-là. Merci. Oui, bonjour. Je ne me rappelle plus la réponse si la question vous a déjà été posée, là, mais pour faire un référendum, ça vous prend un mandat majoritaire? Ben, en fait, non, pas nécessairement. Donc, il peut y avoir, supposons que dans un certain scénario, les caquistes, les quelques caquistes, supposons, qui sont présents après l'élection de 2026, sont des indépendantistes convaincus. On pourrait avoir 3 partis indépendantistes qui décident de collaborer. Je peux vous faire 20 scénarios dans le cadre duquel une majorité de députés de l'Assemblée nationale considère qu'on doit aller de l'avant. Donc, il faut bien comprendre quel est le fonctionnement d'un Parlement. Un Parlement fonctionne à la majorité au moment du vote. Et lorsqu'on n'a pas cette majorité-là, elle peut être atteinte par des partis qui pensent la même chose, à savoir que le Québec est appelé à devenir un pays. Et on peut faire 20 scénarios, s'amuser à faire toutes sortes de simulations. Au final, ce sont des questions qui... c'est impossible là, de prédire quoi que ce soit. Mais on va travailler pour avoir un gouvernement majoritaire pour cette raison-là, mais également d'autres raisons. Il faut comprendre que si ce qui s'en vient, c'est le remplacement du gouvernement de la CAQ, ce que la CAQ aura laissé en termes de santé financière, de délabrement des services publics et de perte de confiance, c'est un défi colossal. Et je pense qu'évidemment, un gouvernement majoritaire permet de bien mieux répondre à ce défi-là que d'être dans le fonctionnement plus exigeant quand même d'un gouvernement minoritaire. Donc, nous, on est dans la perspective et on se donne l'objectif de former un gouvernement majoritaire fort pour être capable rapidement d'agir dans plein de secteurs, pas que sur la question du destin national, mais la liste de tâches à réaliser va être grande. Mais Pardon? Ben, toute formation politique souhaite former le gouvernement de manière majoritaire. Là, ça va de soi, mais ça pour dire que c'est tôt un peu pour faire des simulations. Oui, mais sachant que vous parlez du référendum, vous allez faire campagne là-dessus,
Si vous avez un mandat minoritaire, ça ne vous fait pas un mandat fort après ça pour aller en campagne référendaire, là? Un gouvernement minoritaire, c'est jamais un mandat fort. Et ça pose problème, ça pose des défis importants à plein d'égards, notamment la gestion courante des choses. Donc, dans quel cas, évidemment que notre objectif est de former un gouvernement majoritaire stable et fort pour faire face à un nombre de défis quand même imposants. Et on pense qu'avec la qualité des gens qu'on va attirer à titre de candidats, puis avec la qualité de notre campagne, on va atteindre cet objectif-là. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions en français, on va passer en anglais. Alors, en anglais. Good day. Good day. I won't do any imitations today. Ah. You have to see me in a bar. Mr. St. Pierre Plamondon, you spoke about you're expecting a lot of strong winds against your movement. You warned your members today it's going to get worse. There's going to be more and more. How have you identified the sources of who do you think is going to be really pushing against your movement up in the coming weeks? To elaborate on what you said about the strong winds. Who will push the movement up? Who's going to be in your face? Oh, well, all opponents connected to a regime that doesn't want the PQ in power. And it's been the history of the Parti Québécois since its creation. And so I'm just very conscious of what happened in the past with the Lévesque government and with Parizeau and so on. So really what I'm telling the members is we've done a good job under pressure in the past. Look at what we've done in only 5 years. Why is that? Because we work hard, we have very good work ethics, and we're very disciplined, very focused. So if there are more challenges to come, let's use the same winning approach, because we've been winning, and we're going to continue in that path. And I wanted to give you an opportunity to respond to the comments made on X by Mr. Pratt and and Frédéric Beauchemin also, who is describing your monetary policy cannot be a fairy tale. You are talking about a different formula from the Mr. Pratt says your arguments today are different from previous referendums in that you're proposing the total rupture, the total breakup of the economic union. I would like to get your response to that. The argument of the Liberal Party of Quebec and the Liberal Party of Canada is that Quebecers are not capable of doing what dozens of nations and population have done with success in the context of being less rich and less structured than Quebec. So if they want to go with that, if they want to keep on repeating that we're not capable of doing like the 32 new countries that exist, that came to life since 1980, if they want to argue that it's going to be terrible and that we're not good enough to do what everybody else does very well, good luck with that. Mr. St. Pierre Plamondon, you repeated in your speech how the members have to remain focused, disciplined. What will you do in your case? Will you continue to answer to criticism on social media with long messages, or you remain focused? Or will you cut into the size of your messages, Monsieur Plamondon? Or ignore I them? actually published one of the longest yesterday. Oh, okay. Because the topic was so specific and complex. Okay, so what will you say to yourself? I'll stop doing this because I want to remain focused? Or the risk is for these people to be right? Let's just rewind. In that speech a few minutes ago, I said that under my watch, the Parti Québécois will always answer to lies and to defamation, and that it's a way to stand up and making sure that people understand what we want to do and where we're going. It's always been like that. So sometimes it's the new hot topic right now, but people don't remember that I've been here since 2020, and I've always done the exact same thing.
So I'm basically telling you we're going to be consistent. If our opponents say things that are really wrong, really false, we are going to answer, and yet we're going to stay focused on doing what we do well, I think. That is to give a vision, a direction, and some thoughts before we speak. A more, I think, intelligent and planned approach than what the CAQ has done in the past years. At the same time last week, Ruba Gazal accused you of proposing a like to have this sovereigntist movement that is excluding people, that she's not recognizing René Lévesque or Gérald Godin. And you said at the end of your speech that the PQ is the party of all Quebecers. It is. The door is wide open. So you're taking her seriously when she accused you of being excluding people. Are you? Not that much, no. The reality is that Québec Solidaire argues that its approach is more inclusive and more positive, yet they only have 8% of the voting intentions, and among allophones and anglophones, they only get 3%. I mean, how is that rassembleur? How is that a demonstration of how their approach is so good as compared to ours, that is basically to have sound policies on every topic and maybe less radical ideology that you find in the Québec Solidaire and other parties. So we are who we are, and we are capable of gathering a lot of people based on that fundamental idea that we're all Quebecers and we all have the same interest here, building a society where our taxes are well used, are not wasted by the federal government, existing internationally, and having more thoughtful policies than what the CAQ has done in the past 8 years. But still, it was important for you to use those words at the end of your speech. I said that after Arthabasca. I said that in several other Conseil National, and you'll hear me say that. It's very important for me that I get support from anglophones, allophones, and everyone, because if we achieve that, we're all Quebecers. And if we're all Quebecers, then we have a bright future and a very strong social peace. But that's not what Canada wants. Canada wants to separate us in categories and have us argue among each other. Diviser pour mieux régner. Our challenge is to gather everyone behind the fact that we're all Quebecers, we choose to be Quebecers, and we have the same future together. Let's do it together.